Cet échange que j'avais eu avec un de mes oncles, parce qu'il était en train de me voir dessiner et il m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui ai répondu « Je veux être heureux ». Et c'est pour ça que mon oncle m'a dit « Mais c'est pas un métier ça, d'être heureux ». Je dis « Oui, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier ? Je vois les gens qui sont autour de moi, ils ont un métier, mais ils sont pas pour autant, c'est pas pour autant qu'ils sont heureux. » J'en ai fait le titre de mon tout dernier livre qui disait « Vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire. » On ne peut pas aspirer d'un côté au bonheur et cultiver tout ce qui va finalement à l'encontre du bonheur. Mais qu'est-ce qui crée finalement ce bonheur ? La meilleure façon, et il y en a pas d'autre, la meilleure façon de contribuer au bonheur des autres, c'est de réaliser son propre bonheur. Parce que je ne cesserai jamais de le répéter, et c'est vrai, qui est mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et j'en ai fréquenté toute ma vie. Pour moi, ça a été un repère extraordinaire, c'était de voir tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de me dire finalement, ils ont l'air tellement en paix, tellement heureux. Et c'est ce lien privilégié, c'est ce qui a permis de vivre tout ce que j'ai vécu avec Shimon Rinpoché et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça vous tire justement vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on crée ces retraites, c'est pour donner un contraste, pour vous montrer que vous pouvez vraiment vivre autre chose et autrement, et que vous n'êtes pas obligé de subir tout ce que vous subissez. Vous apprenez à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous, et en prenant soin de vous, vous apprenez à prendre soin des autres. Et donc tout le monde, justement, a le pouvoir de créer le bonheur. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ou de vous voir. Enfin, on ne se voit pas, mais de voir que vous êtes là. Mais en plus, vous êtes nombreux. Là, nous sommes tous ensemble. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez confiance en vous ? Vous faites-vous suffisamment confiance ? Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. J'avais un cabinet à Strasbourg, j'ai exercé pendant une vingtaine d'années. Et de temps en temps, j'ai une amie qui venait me voir, qui était psychologue de formation. Et puis, elle briquait un poste de responsabilité depuis un moment, puis elle n'arrivait pas à l'obtenir. Et elle vient me voir en me disant écoute, Bruno, je ne comprends pas, ça fait des mois que je postule ce poste, j'ai l'impression qu'ils ne me font pas confiance. Et je lui réponds, bah oui, c'est normal. Elle a été un peu... ma réponse ne lui a pas plu, mais elle me dit, attends, t'es avec eux, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas, elle s'est un petit peu mis en colère. Et elle s'appelle Christelle, je lui dis, attends, Christelle, j'essaie de te faire comprendre quelque chose. Je veux dire, c'est normal qu'ils ne t'accordent pas leur confiance, puisque toi-même, tu ne te fais pas confiance. En fait, ils agissent conformément au regard que tu portes sur toi. C'est comme si tu portais un panneau au-dessus de ta tête en disant surtout, ne me faites pas confiance parce que moi, je ne me fais pas confiance. Je lui dis, le jour où tu auras vraiment confiance en toi, alors ils t'accorderont ce poste. J'ai vu, il s'est passé quelque chose dans son regard qui s'est illuminé d'un seul coup. Elle a vraiment réalisé un truc. Et c'est amusant parce que, je crois, 1 ou 2 mois plus tard, elle me dit, ça y est, j'ai mon poste de responsabilité. Puis je lui dis, tu vois, c'est extraordinaire comme les choses nous arrivent dès lors qu'on commence à changer le rapport que nous avons avec nous-mêmes. Et ça tient beaucoup, justement, à l'estime de soi, évidemment, ça on va beaucoup en parler,
à l'amour qu'on s'accorde aussi. L'amour, je ne parle pas d'amour affectif, d'amour égoïste ou de narcissisme, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Regardez d'ailleurs, les études l'ont démontré largement, un enfant qui est aimé, on va dire de manière saine, je ne parle pas d'amour possessif, mais qui est aimé, il va se faire confiance, il va avoir confiance en lui, parce qu'il sent qu'on l'aime, il n'a pas de doute, en fait, sur sa valeur, sur ce qu'il est, et sur ce qu'il est capable de faire. Et l'amour qu'un parent porte à son enfant, c'est un moyen de l'aider à prendre conscience, en fait, de ce qu'il est, de ce potentiel. Après, il ne se pose plus la question de savoir s'il peut être aimé ou pas. Pour lui, ça va de soi. C'est normal. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je fais partie des gens qui n'ont pas été aimés. Oui, mais ça ne veut rien dire ça. Si vous pouvez, si je vous raconte ma vie, vous allez sortir les mouchoirs. Ma vie, c'est un vrai conte de Zola. Et c'est pas... n'en voulez pas à vos parents, ils n'ont fait que transmettre leur propre vision, en fait, finalement, de la vie. Ils ont fait que transmettre des choses comme ça, qu'on porte, qu'on projette autour de nous. Et puis, la majorité des gens, 99% des gens, 98% des gens font ça toute leur vie. Mais heureusement, cet amour, il est en vous. J'en parle souvent dans les méditations, mais ça, c'est en vous. Alors, mais on reviendra sur le sujet parce que c'est important, et on va parler de la confiance en soi. On ne peut pas avancer dans la vie sans confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment le pilier de la réussite d'une vie. Parce que comment avoir des relations épanouissantes et heureuses si on doute de sa capacité, justement, à apporter quelque chose à la relation, à créer une relation épanouissante et heureuse. Comment entreprendre quoi que ce soit si nous doutons, en fait, de notre capacité, justement, à réaliser et à atteindre nos objectifs. Donc vous pouvez le voir, une personne qui n'a pas confiance en elle, dans un entretien d'embauche ou dans n'importe quelle situation, elle va perdre ses moyens, elle doutera d'elle, elle se demandera si elle est capable, elle va tout le temps remettre en question sa propre valeur. Et puis, une personne qui manque de confiance en elle, elle est très vulnérable à la critique. C'est quelqu'un qui est très sensible, qui est même parfois peut-être hypersensible. Ça influence beaucoup cet état d'être. Parce qu'on a souvent une piètre image de soi-même, on se demande aussi, puis je viens déjà d'en parler, mais on voit à quel point ça a à voir aussi avec l'amour que l'on est capable de se témoigner, parce qu'on se demande toujours si on va être aimé. Et le problème aussi, c'est que quand on manque de confiance en soi, on est toujours dépendant de l'approbation ou de la désapprobation des autres. On se demande toujours si on leur convient, si on leur plaît, si on a été conforme à leurs attentes, etc. C'est une véritable prison. On n'est jamais en paix. Et on a toujours besoin d'une autorité aussi extérieure. On se remet toujours entre les mains d'une autorité extérieure parce qu'on ne se fait pas suffisamment confiance. Puis il y a plein d'autres facteurs qui font que justement, ce manque de confiance va vraiment faire que notre vie peut même parfois devenir un vrai désastre. Alors avec ce consoeur aussi, il faut bien faire la distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi, et en même temps, elles sont très liées. La confiance en soi, c'est la conscience que nous avons de nos ressources, de notre capacité à atteindre un objectif, quel qu'il soit, à réaliser certaines choses, comme justement créer une relation heureuse, ou atteindre un objectif, on va dire, purement matériel qu'on s'est fixé. Et je fais bien la distinction ici, c'est très important, entre la confiance en soi, qui pour moi est une confiance sereine. Je ne parle pas de ces confiances triomphalistes, vous savez, qui est liée à l'arrogance. Vous savez, des gens comme ça, effectivement, ils réussissent. Ils réussissent avec leur ego. Et parfois, c'est soit au détriment de leur santé, au détriment de leur équilibre, de l'équilibre de leur famille, des autres, etc. Et pour moi, ce n'est pas de la confiance en soi, c'est de l'arrogance. Ça, c'est encore autre chose. Quelqu'un qui a confiance en soi, il met un pas après l'autre avec l'assurance qu'il va aller vers son objectif et qu'il va l'atteindre. Il sait réunir les causes et les conditions de son objectif, de son bonheur, de son accomplissement. L'estime de soi est plus en rapport avec la valeur que l'on s'accorde.
Si par exemple vous avez réalisé quelque chose et que ça s'est bien passé, que finalement vous allez ressentir une certaine fierté. Cette fierté n'a rien à voir avec l'arrogance. Au contraire, c'est tout à fait normal d'être fier. Vous êtes fier parce que vous réalisez que ben voilà, vous avez été capable d'accomplir telle ou telle tâche ou telle chose. Et ça vous remplit de fierté et ça vous donne un sentiment de votre valeur personnelle. Ça, c'est l'estime de soi. Et on va voir justement les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Par exemple, dans les relations, c'est épouvantable parce qu'elles vont avoir des relations, excusez-moi le terme, mais vraiment pourries, avec quelqu'un de peu valorisant, des amis peu valorisants. Elle aura toujours l'impression d'être toujours en dessous des autres, toujours moins que les autres, d'être moins bien, etc. Donc il y aura toujours ce sentiment de dévalorisation et elle se laissera facilement dévaloriser. Et c'est le cas, par exemple, dans les relations. On en parle beaucoup aujourd'hui. Dans les relations, on est manipulé par l'autre, les pervers narcissiques, etc. Mais c'est lié surtout, justement, si on est dans cette position de victime, c'est parce que justement, on a une faible estime de soi. Personne qui a une forte estime d'elle-même, qui a une saine, elle aura une bonne image d'elle-même, et ne se laissera pas, justement, manipuler. Elle ne sera pas manipulable. Donc, on va voir à quel point, justement, donc ces deux facteurs qui fonctionnent ensemble, en fait, la confiance en soi, puisque comme je viens de le dire, quand vous atteignez un objectif, vous réalisez que vous arrivez à atteindre des choses, à les accomplir, eh bien, ça vous donne confiance, mais aussi ça nourrit l'estime que vous avez de vous-même. Par contre, l'estime est fluctuante. Vous pouvez avoir une baisse d'estime de vous-même, parce que parfois, on fait des choses qui ne sont pas très heureuses, et on se sent parfois un peu piteux si, par exemple, on a eu des mots violents à l'égard de quelqu'un qu'on aime, et on va s'en vouloir, et là, notre estime de nous-mêmes va en prendre un coup. Et puis, et chez les gens très orgueilleux, par exemple, s'ils subissent un échec, celle-là, leur estime va en prendre vraiment un sale coup. Ça va être très difficile. Donc voilà. Alors, la question, et je pense que c'est celle-là que vous vous posez, comment est-ce qu'on construit une solide confiance en soi? C'est tout un processus qui se met en place, comme on dit, alors, j'aime pas trop le terme gagner, parce que quand on gagnait la confiance de quelqu'un, le mot me gêne un peu, mais en fait, il y a un peu de ça. Imaginez, c'est un processus, d'ailleurs, j'étais invité à une radio, puis la personne me demande qu'est-ce que c'est que le manque de confiance en soi. Et je lui ai dit, c'est... je crois que je l'avais dit comme ça, c'est... 80% de fantasmes et 20% de manque d'expérience. Le journaliste m'a regardé, m'a dit, vous pouvez m'expliquer? Je lui ai dit, oui, le fantasme, c'est quoi? C'est l'idée, c'est l'image en fait qu'on a de soi, et souvent justement une piètre image de soi. On croit qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas réussir, etc. Et ça, c'est un fantasme. C'est pas une réalité. C'est pas fondé. Parce que ça, c'est des croyances. Ce sont des croyances que l'on a construites tout au long de sa vie. Alors, on va mettre ça sur le dos de l'éducation, mais ça, c'est le piège qui nous empêche justement de nous dire « Oui, mais mon éducation a fait que… » J'entends ça tellement souvent, je me dis « Les gens sont fantastiques. » En fait, on a toutes les excuses du monde pour pas changer sa vie. C'est de la faute à papa, à maman, à pas de chance, à mes hormones, au gouvernement, à la situation. Enfin, bref, on est toujours comme ça un petit peu victime. Et l'autre aspect, c'est le 20% de manque d'expérience. En fait, l'expérience, c'est quoi? C'est justement quand vous faites l'expérience, eh bien, c'est comme ça que vous allez acquérir confiance en vous. Imaginez, vous allez dans un lieu que vous ne connaissez pas. Et au début, vous avez une certaine forme de stress, d'anxiété qui est tout à fait normale, puisque vous êtes face à l'inconnu. Mais vous allez passer un peu de temps dans ce lieu, et vous allez commencer à vous familiariser. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez gagner en aisance. Vous allez, au fil des jours, vous allez gagner en aisance. Vous allez être de plus en plus à l'aise, vous trouverez plus facilement votre route, etc., avec moins de stress, etc. Le stress va commencer à disparaître, et plus vous allez vous familiariser avec ce lieu, plus vous allez être à l'aise. Le malaise remplace l'aisance grâce à l'expérience. Parce que cette expérience vous permet de vous familiariser avec. Comment vous allez avoir confiance dans votre capacité à parler une langue?
c'est en la pratiquant, en la pratiquant, en la pratiquant, en la pratiquant. Et au bout d'un certain temps, vous allez avoir de plus en plus confiance dans votre capacité à parler cette langue étrangère. Et c'est vrai pour tout ce que vous allez faire. Regardez, la moindre petite chose que vous avez faite dans votre vie, que vous avez réalisé, que vous avez accompli aujourd'hui, dans laquelle vous êtes parfaitement à l'aise, en fait, ça veut dire que vous avez, à cet endroit en tout cas, vous avez suffisamment confiance en vous, dans votre capacité à le réaliser. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, vous avez vu, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment sur la plasticité du cerveau. On montre par là que, en fait, rien n'est figé, en fait. Votre situation telle qu'elle est aujourd'hui peut évoluer si vous faites ce qu'il faut pour y arriver. La plasticité du cerveau, c'est quoi? C'est très simple. Vous apprenez une langue étrangère, vous apprenez à faire du piano. La première leçon, c'est épouvantable. Parce que là, il faut que vraiment, vous connaissez rien, vous êtes dans un terrain complètement inconnu. La deuxième leçon, il y a quelque chose, c'est un petit peu mieux. Il y a quelque chose qui est assimilé. Troisième, encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux. Sauf si vous êtes quelqu'un de très angoissé, qui a toujours peur de louper son coup, etc. Mais néanmoins, si vous pouvez prendre n'importe quelle forme d'apprentissage, vous voyez que, effectivement, l'adresse commence par la maladresse. C'est pour ça que les perfectionnistes souffrent beaucoup, parce qu'eux, ils veulent que tout soit parfait tout de suite, sans passer par ce processus d'apprentissage. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire au niveau de votre cerveau. Et ça, vous le savez très bien, parce qu'on en parle beaucoup maintenant. Vous avez plein d'ouvrages qui ont été créés là-dessus. C'est que vos neurones, enfin, il y a des connexions nerveuses qui se mettent en place et qui correspondent justement à cet apprentissage. Et plus vous allez le faire, plus vous allez activer ces zones et qui va faire que ça va devenir de plus en plus facile. Ce qui est vrai pour l'apprentissage du piano, des maths, de tout le reste, est vrai pour la construction de la confiance en soi. Ça s'acquiert. C'est pas quelque chose qui est irrémédiable. C'est quelque chose qui s'acquiert, à condition de se donner les moyens. Maintenant, on va voir les choses de manière très concrète. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir faire confiance à quelqu'un? Vous savez, le mot confiance, c'est très intéressant. C'est tiré du latin fides, la foi, qui veut dire faire confiance. En fait, on fait confiance. Ça veut dire se fier à. Ouais, en fait, c'est tiré du latin fides, qui veut dire se fier à, pardon. Et vous allez vous fier à quelqu'un, d'abord parce que vous le connaissez. Le fait de connaître quelqu'un vous aide. C'est pour ça que, par exemple, si vous allez voir un médecin ou quelqu'un vous dit « Ah, je suis allé le voir, il est extraordinaire », et là, vous allez faire confiance parce que la personne en a fait l'expérience et par personne interposée, ça va vous donner confiance et vous allez y aller. Mais vous allez voir que si vous connaissez bien quelqu'un, vous connaissez son travail, vous connaissez ses aptitudes, vous connaissez ce qu'il fait, en fait, vous allez avoir confiance. Pourquoi? Parce que vous le connaissez suffisamment. Alors comment vous allez faire pour vous faire confiance? Eh bien, il faut apprendre à vous connaître. Mais vous avez une connaissance superficielle, c'est-à-dire au niveau des croyances que vous avez à votre égard. Je ne suis pas capable d'y arriver, je suis nul, je ne vaux rien, etc. Ça, ce sont des croyances auxquelles vous adhérez volontiers, parfois parce que ça vous arrange. Hein. Il y a un peu de paresse derrière, se dire, bon, voilà, je suis comme ça, j'y peux rien, et on n'a pas trop envie de sortir de sa zone de confort. Mais ça, en fait, on est enfermé dans une espèce de bulle de croyance. Prenez un exemple, la timidité. La personne, elle pense qu'elle est timide. Et souvent, on emploie le terme « je suis timide ». En fait, c'est complètement faux, la timidité. On n'est pas timide. Vous allez voir, vous êtes ce que vous appelez la timidité. C'est d'abord, vous ressentez certaines émotions dans certaines circonstances. Et vous n'êtes pas tout le temps timide. Donc déjà, ça permet de voir les choses avec un peu plus de hauteur et un peu plus de recul. Et de sortir justement de cet enfermement, de cette bulle de croyance. Et c'est là où la pratique, et quand je parle de pratique, j'entends par certaines méthodes de réalisation personnelle, de méditation, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elles vont faire en fait? Elles vont vous permettre de vous familiariser, de vous découvrir. Moi j'aime bien ce terme, c'était un sage qui l'employait, découvrir en 2 mots, ça veut dire ôter la couverture. En fait, ici, il nous fait peur. La plus grande peur de l'être humain après la mort, c'est laquelle? C'est la peur de l'inconnu. Et quelle est la meilleure manière, justement, de se libérer de la peur de l'inconnu? C'est de connaître. Et c'est là où, justement, apprendre à se découvrir, à faire connaissance avec soi, mais pas sous l'angle du jugement, pas sous l'angle de cette appréciation de bien et de mal,
d'être dans le jugement, mais d'apprendre justement à se découvrir, à faire connaissance avec soi, exactement comme vous feriez connaissance avec quelqu'un en passant du temps avec vous. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand ils pratiquent, on donne une méthode qui est en 3 cycles, je vous en parlerai après. D'ailleurs, je vais vous faire un petit cadeau avant de partir, non, ne partez pas trop vite. Et je dis souvent aux personnes, quand vous pratiquez, en fait, c'est un moment que vous passez avec vous. Et la pratique, c'est avant toute chose, comme disait Pema Chodron, qui pratiquait la méditation, qui était une nonne d'origine anglaise, qui pratiquait avec les Tibétains, qui disait la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Et on n'a pas peur quand on est avec des amis. C'est pour ça que souvent, quand je donne une conférence et que j'ai 500, 600, 700 personnes devant moi, je n'ai pas le trac. Parce que je me dis que je suis avec des amis. Donc, je n'ai pas de raison d'avoir le trac. Je n'ai pas de raison d'avoir peur. Et c'est là on va voir à quel point, quand on développe justement ces qualités humaines qu'on a en nous, et comme disait un psychiatre, on n'a pas peur de ce que l'on aime. Parce que derrière le manque de confiance en soi, c'est finalement que de la peur. C'est rien d'autre. Et cette peur fondamentale, la peur de l'inconnu. Donc plus, avec la pratique, plus vous allez pratiquer certaines, on va en parler après, plus vous allez pratiquer certaines démarches, plus vous allez apprendre à vous connaître, à découvrir qui vous êtes vraiment au-delà des croyances dans lesquelles vous êtes enfermé. Et vous n'avez pas besoin, contrairement à ce que certains disent, il faut sortir de votre zone de confort, de vous faire violence. C'est pas nécessaire de se faire violence comme ça. Ça, on l'entend partout, c'est allez, go, 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 on va... Vous avez peut-être déjà vu ça, parfois, voilà, je ne nomme personne. Mais quand vous allez apprendre à vous aimer, à vous respecter, avoir de la tendresse pour vous, avoir de l'amour pour vous, et apprendre à vous explorer aussi, à découvrir qui vous êtes, et à révéler vos qualités, vos capacités, à faire preuve d'indulgence aussi à votre égard, parce que nous sommes tous de grands maladroits. Nous sommes tous, on est constamment en train de se tromper, de faire des erreurs. Moi j'aime bien parce que dans le terme erreur, ça a la même racine que le mot errance. Erreur et errance ont la même racine. Et on vit tous dans l'ignorance constamment, et on doit tout le temps apprendre. Il y a un grand sage qui disait « Nous sommes les enfants de l'illusion ». Et parce que on est constamment dans cette illusion, en fait, de se dupe de nous-mêmes. Il faut bien comprendre vraiment on est enfermé dans cette bulle de croyance, et c'est important d'en sortir et de réaliser vraiment à quel point le potentiel que nous possédons tous est absolument extraordinaire. Et moi j'ai voulu témoigner d'ailleurs, parce que c'est pour ça que j'ai écrit il y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est en 2017, le livre Quand la vague réalise quel est l'océan, parce que j'ai vu tellement de gens qui doutaient d'eux, qui désespéraient, qui se disent « ouais, mais ma vie, ça a été épouvantable, j'ai une enfance affreuse, etc. » Je me dis « bon, je n'aime pas pleurnicher sur mon sort, parce que c'est pas trop mon truc, mais je me suis dit, je vais écrire un livre, et je vais leur dire d'où je viens, pour qu'ils voient que, quel que soit le point de départ, on peut vraiment avoir une vie heureuse, accomplie, et on peut réussir des choses. » Mais quand je parle de réussite, moi, j'aime pas le mot réussite dans le sens où on a l'impression dans nos cultures, surtout nos cultures occidentales, que si on n'est pas, on n'a pas acheté plein de choses, je sais pas, on a une belle maison, on a tout enfin, la réussite est fondée sur la satisfaction du désir. C'est-à-dire que si on est riche, on a réussi. Si on a créé une entreprise qu'elle est florissante, etc., on a réussi. Oui, d'une certaine manière, oui, mais pour moi, c'est pas ça la réussite. Parce que j'ai vu tellement de gens, justement, qui avaient soi-disant réussi et qui étaient tellement pas heureux dans leur vie. Moi, j'avais mes amis qui étaient pratiquement milliardaires, mais franchement, moi, ils me faisaient pas envie. Je me suis dit, et comme disait un riche, pourtant c'est un riche qui a dit ça, qui disait si la richesse ça rendait heureux, tous les hommes riches seraient heureux, mais c'est pas le cas. Donc, regardez Trump, je suis désolé, mais je crois que c'est le plus bel exemple d'une personne qui n'est pas franchement heureuse. Pour moi, la réussite est en étroit rapport avec le bonheur. Si vous êtes heureux dans votre vie, si vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous aviez à accomplir, d'avoir des relations épanouissantes, satisfaisantes avec les autres, parce que ça contribue vraiment beaucoup au bonheur, si vous avez une bonne estime de vous-même, et surtout si vous vous êtes fait le cadeau
d'une activité dans laquelle vous vous épanouissez, on peut dire que vous avez réussi. Et je ne mesure pas ça à la quantité du nombre de personnes à qui vous vendez des trucs. Pour moi, c'est ça, à la limite, si vous pouvez l'avoir, c'est très bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que je vois malheureusement tellement de gens aussi qui sont tellement accaparés par leur travail, qui n'ont pas une minute pour eux, qui n'ont pas le temps de se détendre. Vous savez, ça me rappelle juste, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du pêcheur brésilien. Elle est fantastique. C'est un Américain qui voit un pêcheur brésilien qui revient de sa pêche avec sa petite barque, et puis lui ramène ses poissons, il va nourrir sa famille et tout ça. Et puis l'Américain lui dit, écoutez, j'ai un MBA de je ne sais plus quoi, de marketing, enfin bon bref. Et puis il lui explique, je peux vous aider à développer votre activité. Et le pêcheur lui dit, mais pourquoi faire ? Comme ça, vous pourrez acheter un grand bateau, aller en mer, et puis ramener plein de poissons et les vendre sur le marché. Et puis il répond, mais pourquoi faire ? Comme ça, vous allez vendre plein de poissons et vous pourrez racheter un deuxième bateau et vous pourrez ramener encore plus de poissons et après vous pourrez construire une usine. Et lui dit, mais pourquoi faire ? Parce que après vous aurez plein d'argent, vous pourrez après prendre votre retraite et puis aller à la pêche, faire ce qui vous plaît, etc. Mais il lui dit, mais je vais déjà à la pêche, je nourris ma famille et je fais ce qui me plaît. Vous voyez, c'est important de savoir ce qu'on veut aussi, c'est très important, parce que j'ai remarqué chez beaucoup de gens qui avaient en apparence réussi, il y avait plus derrière un besoin de reconnaissance. Et que finalement, ces gens qui avaient réussi n'avaient pas tant que ça confiance en eux, finalement. Ils avaient confiance dans leur capacité à mener à bien leurs entreprises, mais finalement, ils avaient besoin de cette reconnaissance pour avoir le sentiment d'exister, d'être quelqu'un. Je me suis dit, moi j'ai fréquenté mon ex-compagne qui venait d'un milieu très riche, et je voyais à quel point on n'existait pas si on n'avait pas réussi, si on mesurait notre valeur à la grosseur de notre portefeuille. Mais ces gens étaient terriblement tristes. Et je me suis dit, mais c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, j'ai envie d'être heureux. Donc voilà. Donc, ce qui est important, c'est que vous preniez conscience d'abord, que vous fassiez connaissance avec vous. Connaissance pas dans le sens de s'analyser, mais de découvrir qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes vraiment, et de révéler vos véritables capacités. On a tous, et si vous référez à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la plasticité du cerveau, tout peut s'acquérir. Vous pouvez absolument tout acquérir. Et ce qu'il faut, c'est qu'il vous faut un ingrédient aussi qui, à mon avis, est très important, c'est la curiosité. C'est d'être curieux. C'est vraiment d'être curieux et d'avoir envie d'explorer comme ça vos différentes facettes, les différentes facettes de la vie, de faire comme ça des expériences, de vivre des expériences et d'apprendre surtout de ces expériences. C'est Aldous Huxley qui disait l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Donc peu importe ce qui vous arrive, l'essentiel c'est que vous sachiez. Et puis surtout, je pense que ça c'est important, c'est l'angle sous lequel vous regardez les choses. Dalai Lama disait que il n'y a pas une mauvaise carte du ciel, il y a une mauvaise lecture de la carte du ciel. Et tout dépend comment vous regardez, sous quel angle vous regardez justement les circonstances de votre vie. Donc maintenant, alors concrètement, comment bâtir cette confiance en soi ? Comme je viens de le dire, en apprenant à faire connaissance avec soi. Et c'est là où justement la pratique va être très utile. Vous avez certainement entendu parler, ça c'est une première étape, ce qu'on appelle l'attention, la pleine conscience. Moi, je préfère employer le terme de base qui vient du pali, qui veut dire attention, sati, qui veut dire attention, l'attention, qu'on a transformé aujourd'hui en pleine conscience. Les gens aiment bien sortir les grands mots, vous savez, MBSR, ce genre de choses, mais c'est tout simplement de l'attention. Vous développez l'attention, et cette attention, en fait, va vous aider à ouvrir sans jugement le regard sur vous-même, à poser un regard bienveillant à votre propre égard, de développer cette bienveillance à votre propre égard, de commencer à entrer en amitié avec vous-même, et progressivement, petit à petit, d'installer cette nouvelle relation avec vous-même. Ensuite, vous avez tout un ensemble de pratiques qui peuvent vous être
extraordinairement favorable. Il y a une chose dont il faut absolument se débarrasser. C'est pour ça qu'il y a des antidotes qu'on peut utiliser. Des antidotes, par exemple, la culpabilité. Je crois que l'Occident est le roi de la culpabilité. On porte ça en nous depuis des millénaires. Certains disent que ça vient de l'éducation judéo-chrétienne. Je crois que c'est plus de la perception que nous avons des circonstances. On a une vision qui est très dualiste. Et on n'arrive pas, par exemple, justement, une erreur, on va la cataloguer. Si ça ne s'est pas bien passé, on va dire qu'on est mauvais. On va juger ça en bien ou en mal, au lieu d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de tirer parti de cette expérience. Et la culpabilité, c'est vraiment un des plus grands obstacles, c'est un obstacle majeur parce que ça sape justement l'estime de soi-même. Donc il faut vraiment se libérer. Et pour ça, il y a des exercices qu'on peut mettre en application. Nous, par exemple, dans le 2e cycle de la démarche qu'on propose, vous avez justement un exercice entier justement qui est consacré à la façon de se libérer de la culpabilité. Et puis surtout, vous avez des capacités, il faut apprendre à les utiliser. Il y a une chose que j'ai remarquée, c'est pour ça que moi je me suis vraiment investi là-dedans et que j'ai créé un centre quand j'étais à Strasbourg et que maintenant j'officie sur Internet, parce que je me dis, c'est quand même dommage. On nous apprend plein de choses à l'école, on nous apprend tout, mais on n'apprend pas à nous utiliser nous-mêmes. Alors que c'est fantastique, quand on commence à découvrir ce trésor, ces richesses qu'on a en nous, et quand on voit comment, simplement par un positionnement adéquat, ça peut tout changer. Vous avez justement, par exemple, c'est un exercice qui s'appelle l'acceptation de soi, qui est dans le 2e cycle de la méthode. On ne nous apprend pas à reconnaître nos qualités. Et pourtant, c'est ce qui nourrit l'estime de soi. Et vous avez un exercice qui est fantastique, vous apprenez à regarder le positif en vous, à reconnaître, à identifier clairement vos ressources, vos capacités, vos qualités humaines. Mais aussi, il y a la façon de regarder ce que vous appelez, vous, des défauts. J'aime bien cette phrase d'un philosophe qui disait « Une qualité, c'est un défaut qui sait se rendre utile ». Et par exemple, si vous avez des tendances, par exemple, à la colère, à des choses comme ça, au lieu de les juger, c'est d'essayer de regarder au-delà. Par exemple, une colère, elle va masquer de la peur, elle va masquer de la tristesse. Ce n'est pas un défaut. C'est un bouclier qu'on utilise pour se protéger des autres, pour donner, parce que ça nous donne un sentiment de puissance comme ça. Et ça nous empêche de voir réellement ce qu'on ressent. Et quand on commence à faire cette exploration, eh bien on va voir que finalement, toutes ces émotions qu'on appelle des émotions négatives, elles ne sont pas si négatives que ça finalement. C'est comme des nuages en fait qui masquent le ciel et qui nous empêchent finalement de nous voir tels que nous sommes vraiment. Et quand on commence à regarder au-delà de cela, et la meilleure façon de regarder au-delà de ça, c'est de commencer à accepter ces émotions, et même ces émotions négatives, et de plus se laisser impressionner. C'est pour ça qu'on est dans une culture qui est très émotionnelle. Et pourquoi on est dans une culture très émotionnelle? Parce qu'on est dans une culture du paraître. C'est-à-dire qu'on veut donner une bonne image de nous-mêmes. Et pour ça, on est obligé de se battre contre tout ce qui va s'opposer à cette image qu'on veut donner de nous-mêmes. Donc on veut paraître, on veut toujours plaire, on veut toujours satisfaire les autres, on va se plier en quatre, etc. Et puis si un jour une personne nous fait une remarque, on est blessé. Et tout ça, ça vient parce que, en fait, on n'a aucune conscience de notre vraie nature. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Et du coup, on s'identifie à partir d'une image un peu floue de nous-mêmes, ce qu'on appelle l'attachement à un moi dans le bouddhisme tibétain. Et on essaie de protéger, de défendre cette image qu'on va essayer de donner nous-mêmes. Et quand il y a des émotions qui viennent s'opposer à cette image qu'on essaie de donner, eh bien, on essaie de les refouler. Donc, on est tout le temps en lutte contre nous-mêmes, on se bagarre contre nous-mêmes. Et c'était un sage indien qui disait c'est très fatigant de vouloir être quelqu'un, parce qu'à la fin de la journée, vous êtes complètement épuisé, vous avez essayé d'être un bon patron, d'être une bonne épouse, un bon mari, enfin bon bref, et à la fin, vous êtes vraiment épuisé. Parce qu'aussi, on a très peur de ces émotions, parce que plus on les refoule, plus ce sont des étrangères pour nous. Alors qu'au contraire, plus on apprend à les accepter, eh bien, on va voir justement que ce bouillonnement apparent, en fait, eh bien, en se familiarisant avec, on apprend à gagner en aisance. Il y a très bientôt une vidéo qui va sortir justement sur la gestion des émotions que j'ai faite dans le cadre des balades de Bruno. Donc vous voyez, c'est toute une démarche qui va vous aider à faire connaissance avec vous. Et vous allez voir, et très souvent les gens nous le disent, mais j'ai l'impression que j'étais un complet étranger pour moi-même. Je me regardais en surface, je m'identifiais à partir de mes pensées, à partir de mes émotions, et finalement je découvre que c'est bien au-delà, ce que je suis fondamentalement est bien au-delà.
Et donc c'est pour ça qu'il y a des pratiques dans la démarche qui vont vous aider à révéler vos propres qualités humaines, et c'est celles qui vont faire que vous allez gagner vraiment en estime de vous-même, et que vous allez commencer à avoir confiance en vous. Vous n'avez pas besoin de sortir de votre zone de confort, parce que vous allez le faire tout seul. Plus vous allez avoir conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de votre vraie nature, et de vos véritables capacités, plus ça va paraître naturel pour vous de faire autre chose, de faire les choses différemment, de commencer à vous faire des cadeaux, comme je dis souvent. Quel est le cadeau que vous voulez vous faire dans votre vie? Quels sont les cadeaux que vous avez envie de vous faire? Ça, c'est vraiment important. Parce que, moi je me dis que, entre notre naissance et notre mort, il y a un espace, et qu'est-ce qu'on va y mettre? Et puis un jour, comme disait le Dalai Lama, si vous vous inquiétez pour votre vie, pour votre mort, vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès. Donc la question est de savoir, on peut supposer qu'il vous reste encore un peu de temps à vivre, quelques années. Vous savez, ça va vite. Hein. C'est d'ailleurs Bouddha qui disait, une vie c'est aussi éphémère qu'un éclair dans le ciel. C'est pour montrer qu'effectivement, d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont déjà un certain âge, peuvent se demander, un peu comme moi, peuvent se dire, effectivement, ça file quand même très vite. Et maintenant que j'ai bouffé les 3/4, il m'en reste encore un petit peu, donc je vais peut-être pas gâcher ce qui me reste. Parce que souvent, on gâche sa vie avec, justement, on se fait des histoires, parce qu'on fait des histoires avec les autres, mais on se fait des histoires avec nous-mêmes. Et là, si vous commencez justement à avoir un peu plus d'amitié pour vous-même, vous allez voir que vous aurez naturellement un peu plus d'amitié pour les autres, que vous aurez un peu plus de respect pour vous, et en ayant un peu plus de respect pour vous, vous aurez un peu plus de respect pour les autres, parce que vous attendez d'être respecté, mais si vous ne vous respectez pas, comment vous voulez que les autres vous respectent? Et idem, si vous ne vous faites pas confiance, comment vous voulez que les autres vous fassent confiance? Comme je disais en parlant de cet ami au départ, qui ne se faisait pas confiance, qui ne s'accordait pas assez confiance, qui n'arrivait pas à se faire ce cadeau de ce qu'elle voulait obtenir, et puis un jour elle l'a compris, quelque chose a vraiment changé en elle. Bon, faut savoir, c'était une pratiquante aussi, elle suivait ma méthode, et c'est quelqu'un qui avait quand même bien changé, qui a fait vraiment de grands progrès, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a facilement accepté ce que je lui ai dit à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est assez simple en réalité, la confiance en soi. D'ailleurs, c'est une question que je pose aux gens souvent, mais pourquoi vous ne devriez pas vous faire confiance? Qu'est-ce qui vous empêche finalement de vous faire confiance? Moi, ça a été vraiment une question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que je ne me ferais finalement pas confiance? Et vous allez voir petit à petit, comme ça, vous perdez vos raisons de ne pas vous faire confiance. Et vous n'avez pas besoin de faire de tas de trucs, de tas de stages, de machins, de je ne sais pas quoi. C'est plus vous allez avoir conscience de ça, plus vous allez avoir conscience de vous-même, plus ce sera aisé et facile d'avoir confiance en soi. Et c'est quelque chose qui va vraiment changer votre vie. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir que finalement, vous commencez à faire des petites choses au début, puis des choses un peu plus importantes, et puis là, vous commencez vraiment à vous sentir mieux. Moi, j'aurais jamais imaginé que j'allais parler devant des milliers de personnes en conférence, que j'allais écrire des livres, que j'allais être un auteur connu. J'étais quelqu'un de particulièrement timide, j'étais pas capable de parler devant plus de 2 personnes. Moi, je rampais les murs quand j'étais plus jeune. C'était quelque chose. Donc, vous voyez, ça a bien changé quand même depuis. Donc, on peut dire que ça a marché, mais c'est pas marché pour moi, ça marche pour tout le monde, dès l'instant où vous vous exercez, dès l'instant où vous acceptez d'exercer votre esprit, d'entraîner votre esprit dans le sens de cette confiance, c'est parfaitement possible. Voilà. Donc maintenant, je vais répondre, j'imagine, il y a peut-être des questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Donc je vais y répondre. Donc j'attendais avec patience. Alors, il y a des questions pratiques. Par exemple, Brigitte qui pose la question, comment faire pour être à l'aise dès le premier entretien? Quels conseils pourriez-vous donner? Anticiper. Il faut toujours anticiper. Moi, j'ai beaucoup travaillé, justement, je faisais des préparations, on faisait des préparations aux examens, on faisait des préparations à l'embauche, je faisais plein de choses comme ça. Et ce que je faisais, sous couvert quand même d'une pratique. Si une personne n'a pas une pratique de fond, justement comme nous on le propose dans les 3 cycles de la méthode, s'il n'y a pas une pratique de fond, c'est très compliqué parce qu'elle n'est pas équipée pour faire cette gymnastique mentale. Donc ce qu'on faisait, quand je faisais des préparations aux examens, je demandais toujours aux personnes de noter ce qui les effrayait le plus à l'idée de passer un examen. Qu'est-ce qu'elles redoutaient le plus?
Alors souvent, vous entendez, vous voyez, dans des livres, on parle d'être toujours positif, de se voir en train de réussir, etc. Ça marche pas. Enfin, parfois, ça marche. C'est bien d'avoir confiance. Mais de se faire croire que ça va forcément marcher parce qu'on n'a aucune certitude. Mais en fait, c'est surtout, qu'est-ce qui risque de me faire trébucher? Et donc, je demandais justement à mes élèves, à ces élèves, puisque ils suivaient des cours, je leur disais, qu'est-ce que vous redoutez le plus? Et je leur avais demandé de le noter sur un morceau de papier. Et je disais, maintenant, pour l'instant, vous n'êtes pas à l'examen. Donc, pensez à cette situation. Par exemple, il y a une personne qui a dit, moi, ce que je redoute le plus, c'est de me retrouver avec une question pour laquelle je n'ai pas la réponse. Si on me pose une question que je n'ai pas la réponse, et si je n'ai pas étudié ou j'oublie, etc., moi, ça me fait vraiment très peur. D'accord. Je lui dis, ok. Alors, imagine que ça t'arrive, justement. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je sais pas. Je lui dis, mais justement, là, tu es tranquille, tu es au calme. Quelle réponse tu pourrais donner à cette situation au cas où ça t'arrive? Alors, je leur ai fait pratiquer un peu la méditation, je disais détendu, etc. Je leur ai dit, maintenant, qu'est-ce qui vient? Puis la personne, spontanément, elle m'a dit, ah, en fait, je mets la question de côté et puis je réponds aux autres. Comme ça, au moins, j'aurais répondu aux autres. Je dis, voilà. Mais à l'examen, ça a l'air évident comme ça. Mais à l'examen, quand vous êtes pris dans l'émotion, en fait, vous n'arrivez plus à penser. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on perd les moyens. Et dans les entretiens d'embauche, c'est pareil. J'invite les gens, sous couvert évidemment d'une pratique de fond, je leur dis, maintenant, préparez-vous à l'examen. Qu'est-ce qui risquerait d'arriver de pire pour vous? Et je leur dis, maintenant, vous allez anticiper. Quelle réponse vous donneriez à cette situation si ça arrivait? Et tant qu'on est au calme, on peut le voir. Et après, on se voit. Et ce qu'il faut, c'est accepter justement ces peurs et s'en libérer petit à petit jusqu'à ce que ça ne nous affecte plus. C'est là où des pratiques comme l'imagerie mentale, la visualisation, c'est pas la même chose, hein, je tiens à préciser. Visualisation et imagerie mentale sont encore autre chose. Vont vous aider justement à libérer justement ces peurs et petit à petit à vous en défaire. Et puis il y a des pratiques très précises justement qui permettent de bien se préparer. Moi j'ai utilisé ça pendant toute ma vie, au début surtout quand je parlais en public, et c'est quelque chose qui marche très très bien. On peut vraiment faire des choses comme ça pour anticiper aux situations avant. Donc anticipez, préparez-vous justement à ce qui pourrait arriver, mais aussi, alors pas dans le sens de l'anxiété, hein, c'est pas se dire ouais mais ça va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver, ça c'est l'anxieux. Là c'est au contraire, c'est de se dire ok, ça pourrait arriver, donc qu'est-ce que je fais si ça arrive? Quelle réponse je donne si ça arrive? Parce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas à l'entretien d'embauche, vous n'êtes pas dans la situation, vous pouvez déjà la préparer psychologiquement. C'est d'ailleurs Benjamin Franklin qui disait « Je me prépare toujours au pire et j'attends le meilleur, comme ça, je ne suis jamais déçu. » Sabine qui posait la question suivante. Comment reprendre confiance en soi après un abus de confiance, une trahison d'un être très proche? La chute est brutale et ébranle la confiance en soi. Oui, mais en fait, c'est parce que vous n'aviez déjà pas confiance en vous, parce que vous avez remis votre confiance en quelqu'un. Et du coup, vous vous sentez trahi, donc vous avez l'impression que voilà, la personne... Mais en fait, c'est... si vous aviez eu réellement confiance, eh ben, ça ne serait pas arrivé, parce que vous auriez vu le truc venir. Alors maintenant que c'est arrivé, c'est l'occasion justement, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez une situation qui a été désastreuse, alors d'abord de prendre un peu de la hauteur. La première chose à faire, c'est d'abord d'entreprendre quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous aider à vous retrouver un petit peu, de prendre de la hauteur. Et quand vous vous sentirez assez, vous aurez retrouvé vos bases, vous sentirez assez, on va dire, consolidé, retrouver un peu cet aplomb. Ça va prendre un petit peu de temps, hein. C'est un petit peu comme les ruptures ou les deuils, etc. Il y a une phase de deuil. Et le temps faisant. Mais moi, vraiment, je vous invite vraiment à entreprendre une démarche, parce que vous n'allez pas vous reconstruire comme ça. Et quand vous aurez suffisamment de hauteur, c'est de regarder cette situation avec un certain recul. De la même manière qu'on peut anticiper le futur, même si on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais de préparer les éventuelles possibilités. Ce qui nous est arrivé aussi, on peut en tirer bénéfice. Parce que c'était un acteur qui disait tout ce qu'on a vécu de négatif nous donne l'occasion de faire la part des choses par rapport à ce qu'on ne veut plus.
Au moins maintenant, on sait ce qu'on veut plus. Donc comme ça, on peut tirer, et ça rejoint ce que disait Aldous Huxley, l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que l'on fait de ce qui nous arrive. Donc essayez de tirer bénéfice de cette situation en regardant ce qui s'est vraiment passé, sans porter de jugement, ni dans un sens ni dans l'autre, ni à l'égard de vous-même. Et puis surtout, je vous dirais aussi, surtout, et ça c'est important, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du billet froissé. C'est un conférencier qui demande à tout le monde, il tend un billet de 50 $, et il demande aux gens qui veut ce billet. Tout le monde lève la main. Et puis, il prend le billet, il le froisse, il le met par terre, il le piétine, et il le piétine encore, il le reprend, et il demande à nouveau qui veut ce billet. Et tout le monde lève la main. Et il dit, pourquoi vous voulez ce billet? Alors que je viens de le piétiner, etc. Et les gens répondent, mais il a la même valeur. Sa valeur n'a pas changé. Et il essaie de donner une leçon. En fait, c'est pas parce que vous avez été piétiné, c'est pas parce que vous avez été justement critiqué, que vous avez été évincé, etc., que votre valeur, elle change. Vous avez toujours cette valeur fondamentale, parce que la vie, votre vie, a une valeur. Et que c'est pas parce que vous avez été critiqué, que vous avez été bafoué, que vous avez été, etc., calomnié, que ça change votre véritable valeur. Mais il n'y a que vous qui puissiez reconnaître cette valeur. Et c'est là où la démarche est très importante, va avoir un rôle à jouer, qui est fondamental. Se reconnaître, se découvrir, en 2 mots. Alors, comment travailler avec quelqu'un qui est dans le contrôle total de son environnement sans être dans le conflit pour s'affirmer? Véronique qui pose la question. Refais la... Véronique qui pose la question. Comment travailler avec quelqu'un qui est dans le contrôle total de son environnement sans être dans le conflit pour s'affirmer? Moi, je ne travaillerai pas avec. Déjà, parce que je choisis mes partenaires. La question est, vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours... là, c'est pareil. On essaie de régler les problèmes à l'extérieur. C'est d'abord, qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que ça réveille en moi, cette situation? Et là, c'est pareil. Quand vous n'êtes pas dans votre travail, prenez le temps de réfléchir à la question. Qu'est-ce qui vous gêne tant dans le fait que cette personne cherche à avoir le contrôle? Personne qui contrôle, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance, c'est quelqu'un qui a peur, qui doute d'elle-même. Donc elle a besoin de tout contrôler. La question, c'est quel regard vous posez sur la situation. Il faut bien comprendre, et je crois que je l'avais fait, pour ceux, j'invite les gens, j'ai donné une conférence sur les relations, j'essaie de vous remettre en situation, c'est que vous pensez voir le monde. En fait, vous ne voyez pas le monde. Entre vous et le monde, il y a un filtre. Et ce filtre, c'est votre mental. Et ce mental, il est composé justement de vos vues, de vos a priori, et qui vient de toute votre histoire. Et ça vous empêche de voir les autres tels qu'ils sont et de voir les situations telles qu'elles sont vraiment. Et le problème, c'est que dans les relations, l'autre, il fait pareil. Donc imaginez 2 personnes comme ça. Oui, moi j'avais mis, alors je ne les ai plus, c'est dommage, je vous les aurais remontrés. 2 yeux qui représentent chacune des personnes, et entre, il y a une espèce de filtre comme ça, de loupe, et chacun projette sur l'autre c'est sa perception, ses peurs, ses craintes, etc. Et on ne se rend pas compte que finalement, la relation, on l'a créée à partir du rapport que nous avons avec l'autre. Et en même temps, on va voir à quel point ça n'est jamais par hasard qu'on rencontre telle ou telle personne. Donc, c'est pour ça que j'invite toujours les gens, quand ils sont pris dans une situation extérieure, invalidante avec quelqu'un d'autre, je les invite à s'examiner soi-même, de regarder en soi-même qu'est-ce que ça réveille. Et libérez-vous justement de ça. Parce que, en fait, l'obstacle, il n'est pas à l'extérieur, comme me disait toujours Shimano Rinpoche. L'obstacle, il n'est jamais à l'extérieur, il est en vous. Il est dans le rapport que vous avez avec l'autre. Je prends l'exemple justement des manipulateurs. On parle beaucoup des manipulateurs, mais on oublie le manipuler. Et j'explique toujours que, en fait, pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. Et tant que vous êtes une victime, le bourreau, lui, il aura de quoi s'occuper. Il va pouvoir faire ce qu'il a à faire, il va faire son job.
Mais le jour où vous n'êtes plus victime, c'est fini, vous avez suffisamment confiance en vous, ben, le bourreau, lui, il est au chômage, il peut plus, ça marche plus. Donc la personne ne peut plus vous manipuler. Et j'avais une amie qui était thérapeute qui disait, si les autres vous traitent comme une carpette, c'est parce que vous vous conduisez comme une carpette. Donc cessez de vous conduire d'être comme une serpillière, redressez-vous, ayez un peu plus confiance en vous, cultivez l'estime de vous-même, et vous verrez que les autres, justement, n'auront plus d'emprise sur vous. C'est parce que quelque part, vous leur donnez cette emprise. Et c'est là où la confiance en soi est vraiment importante. Gardez toujours à l'esprit que le problème, il n'est pas à l'extérieur. Le problème, il va changer, il va disparaître dès lors que vous commencez à changer, à transformer votre vision et votre regard sur vous-même. Je dis souvent, quand je parle de la compassion, par exemple, de l'amour et de la compassion, quand vous avez de l'amour et de la compassion pour vous-même, eh bien, ça va entraîner aussi le respect. Et il y a des choses, parce que vous aurez suffisamment de compassion et d'amour pour vous-même, il y a des choses que vous n'accepterez plus à l'extérieur. Vous ne subirez plus ces mauvais traitements. Diego Ketzer Rinpoche disait d'ailleurs à propos de l'amour et de la compassion, ça vous donne de l'intrépidité, ça vous donne de l'audace. Et c'est vrai, parce que je le répète, on n'a pas peur de ce que l'on aime. Et plus vous allez avoir justement cette estime de vous, cet amour pour vous-même, vous verrez que les autres justement vous affecteront beaucoup moins. C'est toujours Véronique qui dit, si je comprends bien, ce qui donne confiance, ce n'est pas réussir, mais expérimenter, quel que soit le résultat. Oui, c'est ce que vous retirez de l'expérience. C'est ça qui vous donne confiance. Un échec, c'est mis l'occasion d'apprendre. L'échec, vous voyez, on a diabolisé l'échec dans notre culture, alors qu'il est plutôt bien accepté, par exemple, aux États-Unis. On dit que, au contraire, quelqu'un qui a échoué et qui a réussi malgré tous ses échecs, pour eux, c'est quelque chose qui mérite d'être valorisé. Nous, on condamne l'échec. Quelqu'un qui a échoué, c'est forcément une personne qui ne sait pas y faire. Alors qu'au contraire, l'échec, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai des échecs, j'en ai eu plein. J'ai vécu plein d'échecs. Mais quand je vois à quoi ça aboutit aujourd'hui et la vie que je me suis offert, que je m'accorde, je ne parle pas d'une vie riche, dans l'opulence, etc., parce que bon, moi, ce n'est pas trop mon truc, mais j'ai une vie vraiment très heureuse, très épanouissante. Et ça, c'est grâce vraiment à la pratique. Encore une fois, je le répète, ne cherchez pas le problème à l'extérieur, c'est en vous que ça se passe. C'est plus, il s'agit vraiment de prendre conscience de ce que vous êtes réellement au-delà de l'image que vous avez de vous, au-delà des concepts, au-delà des croyances. Vous êtes enfermé dans une espèce de bulle de croyance. Et cette bulle de croyance conditionne votre vie. C'était, comment il s'appelle, je le répète souvent, Jung qui disait, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chance de se transformer en destin. Et c'est Kimby qui disait, votre vie finalement n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Le problème, c'est que vous avez tellement peu conscience de ce que vous portez en vous, des pensées que vous portez, que tout ça finalement, sans le savoir, vous attirez des gens, vous attirez des situations, vous vous retrouvez dans des circonstances qui ne sont pas très heureuses. Une personne, encore une fois je le répète, mais qui a peu d'estime d'elle-même, elle va rencontrer des personnes qui vont être peu valorisantes, qui, quelque part, elle leur dit, voilà, c'est comme mon ami qui n'avait pas confiance en elle, je lui disais, forcément, ils ne te font pas confiance, puisque toi-même, tu ne te fais pas confiance. Donc forcément, ils sont tout à fait conformes au rapport que tu as avec toi-même. Et les autres sont toujours conformes au rapport que vous avez avec vous-même. Alors, Dany, maintenant j'ai confiance en moi, mais je n'arrive pas à avoir d'estime de moi, et c'est vrai, malgré ma bonne foi, j'ai des relations pourries, que faire? Vous aimez un peu plus et vous faire un cadeau, vous faire le cadeau d'une relation épanouissante. Alors, à mon avis, la confiance n'est pas encore complètement établie, parce que ça va avec. Hein. Quand vous cultivez la confiance, vous commencez à avoir aussi, l'estime vient avec. Et maintenant, il est temps de vous dire, maintenant, quel est le cadeau? Parce que, alors ça va aussi avec, et c'est très important, c'est fondamental, déterminer clairement ce que vous voulez. Et j'ai envie de vous poser la question, vous tous qui êtes là à mes côtés, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre aspiration? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Parce que le problème, vous savez, il y a cet adage qui dit, si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment vous allez l'obtenir? Qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Qu'est-ce que vous voulez dans votre activité professionnelle? Qu'est-ce que vous voulez sur le plan social? Est-ce que c'est clair dans votre esprit ce que vous voulez? Ou vous vous contentez de prendre ce qu'on veut bien vous donner ou ce qui doit arriver? Parce que le problème,
c'est que si c'est pas clair dans votre vie, dans votre esprit, eh bien, comme on dit, à question floue, réponse floue. Si votre aspiration est floue, si votre souhait est flou, eh bien, la vie vous donnera conformément à l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est là où je pense que c'est très important, c'est de prendre conscience que, c'est d'ailleurs Bouddha qui disait, trouver le bonheur en soi est difficile, mais le chercher à l'extérieur est tout bonnement impossible. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a que nous qui puissions créer ce bonheur. C'est tant qu'on ne décide pas de prendre sa vie en main. On dit d'ailleurs, la vie sans but, sans aspiration, c'est comme un navire sans gouvernail. On va un peu à tout va et n'importe où. Donc la première chose, c'est, moi à 13 ans, j'ai dit à mon oncle, je veux être heureux. C'était mon objectif. Bon, ben maintenant, ça y est, j'y suis. Et ça a marché. Alors bon, j'ai un peu galéré parce que je me suis retrouvé SDF, j'étais à la rue, c'était pas très facile. J'ai fait du théâtre de rue pour apprendre pour faire mes études de psychologie, mais mon inspiration était tellement forte, je voulais vraiment, c'était la seule chose. Tout le monde voulait réussir, je sais pas, j'avais beaucoup d'amis qui étaient artistes, qui voulaient absolument être sur les planches, etc. Non, je leur disais, moi je veux être heureux. Et donc j'ai rencontré des sages, j'ai eu des réponses en rencontrant tous ces êtres absolument fabuleux, extraordinaires. Et je me suis rendu compte, c'est vrai que finalement, à travers tout ce qu'on entreprend dans notre existence, on veut un métier, on veut se marier, on veut avoir des enfants, mais pourquoi on veut tout ça? Parce que finalement, on veut être heureux. Bon, si on commençait par être heureux, et après on peut avoir tout ça, parce que ça va faire des parents heureux, ça va faire des employés heureux, ça va faire des patrons heureux, on devrait peut-être commencer par là, cultiver ce bonheur. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'on marche la tête à l'envers dans notre culture. On n'arrête pas de nous dire, on nous bassine depuis notre enfance, il faut avoir un métier, voilà, on essaie de nous caser, mais on nous parle jamais. Le bonheur, c'est que je dis, non, mais ça va pas, c'est des rêveurs, etc. Mais non, moi quand j'ai rencontré, regardez le Dalai Lama, il se bidonne tout le temps. On ne peut pas douter qu'il est heureux. Moi j'ai fréquenté pendant 15 ans un sage tibétain, mais c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est des gens qui sont hilars. Et on sent à quel point ils baignent dans le bonheur du matin au soir. Ils sont dans une paix absolument fantastique. Et moi, quand je les ai rencontrés, je me suis dit, mais c'est ça que je veux réaliser. Bon, alors, je m'en fous. Si je suis pas heureux, qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier, d'avoir des enfants, d'avoir une femme, d'avoir... Par contre, j'ai envie de partager du bonheur avec les autres. Donc maintenant, c'est fait. D'ailleurs, quand j'organise un stage, pour moi, c'est une façon de créer du bonheur avec les autres. Donc, on partage. Et les résultats sont plutôt assez extraordinaires. Dans les cours, c'est pareil. Là, on a une communauté absolument fantastique qui s'est créée sur Facebook. On a créé un groupe privé pour les gens qui suivent nos cours. Et il y a une communauté comme ça qui se soutient. Mais quand on va sur l'autre groupe, c'est fantastique. On a des gens qui se soutiennent mutuellement, qui s'entraident. Moi, je trouve ça absolument fantastique. Donc, la question, toujours, c'est qu'est-ce que vous voulez? Sinon, ça n'arrivera jamais. Donc prenez le temps de clarifier qu'est-ce que vous voulez dans vos relations, quel genre de relation vous voulez avoir, commencez à le dessiner, n'hésitez pas à l'écrire justement, à le faire exister, parce que je vais vous dire une chose que je répète souvent, si ça n'existe pas déjà en vous, ça n'arrivera jamais. Pas demain, pas plus tard, pas dans l'avenir, parce que vous ne vivez que d'espoir alors que c'est vous qui créez votre vie, la vie dans laquelle vous êtes. Et c'est pour ça que là, vous avez une vision de votre relation, de vos relations avec les autres, une vision de votre travail, de votre métier, etc. Et vous obtenez exactement ce qui est conforme à la vision que vous avez. Si vous pensez ne pas mériter plus que cela, vous n'aurez pas plus que cela. Donc vous allez vous retrouver toujours dans des situations qui ne seront pas très heureuses. Donc maintenant, il faut commencer la base de tout, c'est l'aspiration. Qu'est-ce que vous voulez ? Et surtout, à partir de là, c'est ce qui va déterminer qu'est-ce que vous voulez, c'est ce qui va déterminer qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que ça arrive. Parce que si, par exemple, vous voulez apprendre à faire du vélo, je prends un exemple, si vous voulez apprendre à faire du vélo, mais qu'en même temps, vous n'avez pas envie de monter sur le vélo, ça n'arrivera jamais. Donc il faut commencer à semer les graines. Si vous voulez un magnifique potager, demain, vous voulez avoir des fruits, des légumes sains, savoureux, etc., d'abord, il faut assainir la terre, la nourrir, etc., puis commencer à planter les graines. Parce que demain, ça n'arrivera jamais. Si vous ne semez pas les graines aujourd'hui, j'entends tellement les gens qui s'inquiètent pour demain, mais ça ne sert à rien de s'inquiéter pour demain.
Moi, je dis aux gens, inquiétez-vous plutôt pour ce que vous semez maintenant. Parce que ce que vous semez maintenant, c'est ce qui détermine demain. Donc ça ne sert à rien de s'inquiéter pour demain, si vous ne semez pas aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, les gens se plaignent que la société, il n'y a pas d'amour. Les gens ne sont pas solidaires. Bah oui, forcément. On cultive l'individualisme. Qu'est-ce que vous voulez récolter d'autre? Alors que si on cultivait l'amour, la compassion, la bienveillance, etc., déjà pour soi-même, si on commençait à en avoir déjà pour soi, ce serait plus facile d'en avoir pour les autres. Donc, forcément, si on ne met pas d'amour dans la société, vous pouvez toujours attendre qu'il y ait de l'amour dans la société. Si on n'en met pas, ça n'arrivera jamais. Et si vous voulez autre chose dans votre vie, si vous ne le faites pas exister, si vous ne le mettez pas, ça n'arrivera jamais. Si vous comprenez la plasticité du cerveau, c'est que vous entraînez votre esprit, vous cultivez des tendances, vous cultivez justement des tendances, justement apprendre à vous aimer, vous respecter, etc. C'est quelque chose que vous allez cultiver de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ça va devenir de plus en plus évident pour vous. Ça va devenir même naturel. Vous ne comprenez même pas d'ailleurs que de pas pouvoir vous aimer, ça va vous paraître naturel. De recevoir de l'amour, d'en donner, tout ça va vous paraître naturel. Mais c'est tellement pas clair dans votre esprit, et tellement, vous êtes tellement habitué à la souffrance, tellement habitué à recevoir des coups, tellement habitué à être rejeté, tellement habitué que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien avoir d'autre. Mais c'est normal parce que c'est encodé dans votre cerveau, c'est encodé dans votre esprit. Vous pensez de traviole. Donc du coup, forcément, vous recevez à la mesure de ce que vous croyez mériter de recevoir. Donc, la première chose, vraiment, qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour que ça arrive? Parce que sinon, ça n'arrivera jamais. C'est impossible, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Vous pouvez toujours prier, nourrir de l'espoir, etc. Ça me rappelle, vous savez, une histoire de... c'est un homme qui priait Dieu, qui était très pieux, puis il priait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puis il était dans une situation absolument épouvantable, c'était vraiment une catastrophe sur le plan financier. Et puis il prie tous les jours, il demande à Dieu, fais-moi gagner à la loterie, fais-moi gagner à la loterie. Et puis il prie, et puis toute l'ardeur dont il est capable. Le problème, c'est que les jours passent, les semaines passent, sa situation s'empire, c'est de pire en pire, ça va vraiment mal. Et il renouvelle sa prière, puis là il formule autrement, il dit, mais Dieu, pourquoi vous ne me répondez pas? Je ne comprends pas, je vous prie, j'ai donné ma vie pour vous, pourquoi vous ne répondez pas? Et Dieu finit par lui répondre, lui dit, mais au moins donne-moi une chance de t'aider, achète un billet de loterie. Voilà. Donc ça vous donne, on veut des choses, mais on ne se donne pas les moyens d'y arriver. Il y a d'ailleurs un de mes amis, c'est un médecin juif qui disait, les gens, ils ont oublié un truc, c'est dans aide-toi et le ciel t'aidera. Ils ont juste retenu le ciel t'aidera. Ils ont oublié aide-toi. Donc si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça n'arrive jamais. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, marquez une pause maintenant. Dites-vous, bon, j'en ai un peu marre, me plaindre, j'ai essayé, ça ne marche pas, me mettre en colère, ça ne m'apporte pas de bonheur, j'ai toutes ces tendances. Qu'est-ce que vous en apportez jusqu'à aujourd'hui, vos comportements? Bon, maintenant je vais essayer autre chose. J'ai commencé à cultiver autre chose. Alors, ne me faites pas le coup non plus, parce que ça, je l'entends nombre de fois extraordinaire. Les gens commencent à faire des choses. Ouais, mais ça marche pas. Je me dis, c'est fantastique. Là, on a une personne sur un groupe qui nous dit, écoutez, ça fait 3 semaines que je pratique, alors je me sens plus détendu, mais ma vie, elle ne change pas. Je lui dis, attendez, vous avez appris à parler anglais en 3 leçons, vous êtes fantastique. Les gens sont quand même incroyables. Les gens, ils voudraient, ça fait des années, il y en a, ça fait 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, même plus, qui ont une vie épouvantable, et ils voudraient que ça change, hop, comme ça, du jour au lendemain. Attendez, il ne faut pas exagérer quand même. Votre vie, elle peut changer. Mais le problème, c'est que tant que vous ne commencez pas à semer les bonnes graines, si vous ne commencez pas à semer les graines qui vont participer à votre bonheur, à votre changement, etc., eh bien, rien n'arrivera dans votre vie. Ça ne changera jamais. Donc maintenant, à vous de faire ce qu'il faut et d'entreprendre ce qu'il faut. Alors, moi, je vais vous proposer une solution, si vous êtes d'accord. Et qui va répondre finalement à vos questions, parce que je vois, il y a plein de questions, mais je vais répondre à vos questions. Mais si vous ne prenez pas votre vie en main, il n'y a rien qui va changer. Donc, moi, ça fait maintenant 33 ans que j'accompagne les gens. Enfin, j'aime pas trop le mot accompagner, parce que moi, j'ai toujours un peu le sentiment plutôt de partager. Je partage tout ce que... moi, j'ai eu... Enfin, j'aime pas le mot chance, parce qu'il n'y a pas de chance là-dedans. C'est, je veux dire, les rencontres qu'on fait, sont, comme je disais, elles sont conformes à nos aspirations. Et moi, comme j'avais cette aspiration,
j'ai rencontré des gens extraordinaires, je pense, j'ai rencontré Karl Graf Durkheim, j'ai rencontré Carl Rogers, j'ai rencontré de nombreux sages indiens, tibétains, j'ai rencontré Shimedzi Rinpoche pendant 15 ans, Gérard Durus, qui était un ami pendant 30 ans, qui était quelqu'un d'extraordinaire, avec qui j'ai appris vraiment ce que c'était le vrai sens de l'amitié, ça transpirait l'amitié quand on allait chez lui, moi je trouvais ça génial. Et Shimedzi Rinpoche, qui incarnait cette tranquillité, on l'appelait la force immobile. Donc tous ces gens, je ne les ai pas rencontrés par hasard, parce que c'était la réponse que je voulais. Donc ils incarnaient ce que je recherchais. Et je me suis dit, mais voilà, ça y est, j'ai enfin, c'est vraiment ce que je cherche. Et je me dis que vous n'êtes peut-être pas là par hasard non plus. Et donc, moi, je vous partage tout ça, parce que j'ai tellement envie de me dire que si on avait une société heureuse, et j'ai envie de participer à cette société heureuse, ça va bien au-delà, justement, je suis pas... C'est pas très important, c'est le plus important, comme disait Dalai Lama. Vous savez pourquoi les autres sont plus importants que vous? Parce qu'ils sont plus nombreux. Donc quand vous êtes plus nombreux, si vous êtes beaucoup plus nombreux à être heureux, c'est beaucoup plus important. Moi, ça va. Pour moi, ça va. Donc, c'est bon. Donc si je peux vous faire bénéficier de mon expérience, et de retrouver cette joie de vivre, et de la cultiver, de la répandre. Moi, quand je vois les retours qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs, j'invite Loïc à mettre on a une vidéo sur Facebook, où les gens témoignent de ce qu'ils ont retiré de la méthode, de la démarche. Et quand je vois comment leur vie est transformée, mais des fois j'ai les larmes aux yeux, je me dis, mais c'est fantastique, vous savez qu'on a eu des gens qui viennent vraiment de loin, des gens qui ont une vie mais cabossée, on a eu même des femmes qui ont été violées, qui ont vécu des choses épouvantables quand elles étaient jeunes, et qui aujourd'hui déclarent qu'elles sont heureuses, parce qu'elles ont compris l'importance de semer des graines différentes, de semer autre chose, de se dire maintenant il est temps que j'ai un peu plus d'estime de moi, que je me fasse un autre cadeau, que je fasse autre chose. Mon passé, je ne peux plus rien y changer, je ne peux pas le changer, mais maintenant, aujourd'hui, je peux semer autre chose. Donc la question est de savoir, est-ce que vous avez envie maintenant de semer autre chose? C'est ça ma question. Est-ce que vous avez envie de semer autre chose? Ou est-ce que vous allez vous contenter, voilà, qu'on vous donne des réponses, qu'on vous dise, voilà, je vais répondre à vos questions, vous allez repartir, vous allez dire, oui, voilà ça, Bruno, il a donné une bonne réponse. Vous allez trouver plein de réponses dans les livres, chez les psychologues, etc. Mais si vous n'entreprenez pas maintenant, et si vous ne prenez pas votre vie en main, pour moi, la réponse que vous devez obtenir, c'est une vie différente. C'est une vie dans laquelle vous êtes heureux, qui correspond à ce que vous êtes et à vos aspirations. Et ça se cultive tous les jours, en semant ces graines, sans jamais désespérer d'y arriver. C'est qu'à un moment ou un autre, tous les jours, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, une graine, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre, et au bout d'un certain temps alors je ne peux pas vous dire dans combien de temps votre vie va changer, parce que ça dépend tellement de vous. Ça dépend de votre motivation, ça dépend de votre point de départ, ça dépend... Mais tout le monde peut transformer sa vie, en tout cas créer davantage de bonheur. Donc, nous on propose, il y a 3 cycles de formation. Vous êtes accompagnés. On va dire, le premier cycle, c'est vraiment acquérir plus de stabilité. Ça, c'est vraiment la base, parce que si vous n'êtes pas stable au départ, vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous voulez, de visualisation, d'imagerie mentale ou des techniques très avancées, ça ne va rien changer, parce que votre conscience, en état ordinaire, elle s'identifie à vos pensées. Et ce qui fait que, par exemple, quand vous êtes aux prises avec une émotion, en fait, vous allez être emporté dans cette émotion sans autre possibilité que de la subir et d'en subir les effets. Alors que si vous avez un peu plus de stabilité, sans refouler pour autant cette émotion, parce qu'il y a une différence entre ressentir une émotion et être emporté par cette émotion. C'est très différent. Et l'entraînement de base, c'est d'acquérir cette stabilité. Ça va avoir un effet au niveau des émotions, c'est très important, ça va stabiliser vos émotions, ça va pacifier vos émotions, ça va vous apporter beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de recul aussi par rapport à vous-même. Ça, c'est tout le premier cycle qui dure cette semaine. Et en plus, quand vous pratiquez, mais c'est du bonheur, c'est un plaisir. C'est pas, vous n'êtes pas à l'école à vous triturer les neurones ou le cerveau ou faire des exercices compliqués. C'est du plaisir du début à la fin. Vous vous faites plaisir. En fait, vous allez prendre soin de vous, tout simplement. Le deuxième cycle, c'est vraiment tous les antidotes qui sont indispensables, antidotes justement à la culpabilité. Il y a un exercice justement sur la confiance en soi. Pardon ? Oui, c'est ça. Oui, sur la confiance en soi, pour renforcer votre motivation. Parce que la motivation, c'est quelque chose qui est très important. Il faut savoir la cultiver. Ça a la même racine que le mot moteur, en fait, la motivation.
Et c'est ce qui vous fait avancer. C'est pas la volonté qui vous fait avancer. Ce qui vous fait avancer, c'est la motivation. Et quand vous nourrissez la motivation, c'est un peu comme, voilà, vous prenez un navire, la volonté, ça serait le gouvernail. C'est ce qui donne la direction. Mais il y a des gens, ils rament avec le gouvernail. Et le moteur ou les voiles, c'est la motivation. Donc quand les voiles sont bien remplies, le bateau, il avance. Mais c'est pareil, quand vous avez une motivation forte, et quand vous savez la cultiver, eh ben, ça vous fait avancer. Et il y a une façon, justement, de cultiver sa motivation. Et ça vous est donné dans les cours. Il y a les pratiques d'équanimité des sentiments. Alors, c'est un mot bizarre pour les Occidentaux, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça aussi, c'est déjà un puissant antidote à la culpabilité. Et puis aussi, ça vous donne un regard très différent sur les autres. Ça nourrit l'estime de vous-même, l'amour de vous-même et l'amour des autres aussi, parce que c'est indissociable. Vous avez justement l'exercice dont je parlais de l'acceptation de soi, qui est très important. Il y a le tout premier exercice qui s'appelle le calme intérieur. Ça va vous aider à prendre de la hauteur par rapport à vos émotions. C'est quelque chose de magnifique. Enfin voilà, vous avez 12 semaines de cours, donc vous voyez, c'est très complet, c'est très très riche. Et le troisième cycle, là on aborde quelque chose de fondamental, qui est très important, et je vois beaucoup de méditants qui négligent ce côté, c'est la connaissance de sa vraie nature. Parce que si vous méditez sans avoir connaissance de votre vraie nature, en fait, vous allez être manipulé par vos pensées. Vous aurez l'impression de méditer, mais vous serez dans une espèce de bulle comme ça, et qui fait qu'au sortir de votre méditation, finalement, vous serez toujours la proie de vos réactions, de ce que les autres... Une personne va vous critiquer, vous allez être blessé, etc. Et donc, là, vous avez... C'est un peu... Je dis souvent, d'ailleurs, c'est un peu comme lorsque on part en safari ou on va monter une montagne, il faut être équipé. Dans la vie, on doit être équipé. Et je me dis, c'est quand même dommage, parce que si on formait les gens, dès le plus jeune âge, à ces pratiques, mais vous partez dans la vie équipé. Ça change complètement tout votre regard, tout votre positionnement par rapport à l'existence. Donc voilà, ça, ce sont des clés qu'on peut vous proposer, qui sont à votre disposition. Alors, peut-être que vous allez me demander combien ça coûte. C'est horriblement cher, vous allez voir, c'est épouvantable. Vous savez, des formations comme ça coûte au moins 10 000 euros. Bon, je plaisante, parce qu'ils vont tous se sauver. Mais c'est vrai que je constate que, malheureusement, aujourd'hui, notre objectif, justement, dans Ressources Actualisation, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre d'accéder à des formations qui, malheureusement, je trouve ça dommage, sont très très chères. Ce sont des formations qui coûtent un cycle, vous iriez ailleurs, vous allez pour au moins 500 euros. Vous allez tomber sur les fesses, d'ailleurs, quand vous entendez ce que nous on demande. Cette formation avec un accompagnement, puisque vous allez ensuite, si vous le souhaitez bien sûr, vous allez pouvoir faire partie de ce groupe de soutien, c'est pas obligé, mais en tout cas c'est super parce que c'est un rappel, les gens se soutiennent mutuellement. Moi, j'interviens régulièrement sur ce groupe de soutien. Donc vous avez une méthode très complète avec un accompagnement en plus. Donc vous êtes soutenu avec un suivi. Donc, chaque cycle, normalement, coûte 250 euros. Donc déjà, vous voyez, c'est rien du tout. Mais je vais vous dire, c'est plutôt rare chez nous que les gens payent 250 euros. C'est souvent plutôt 97 euros. Parce que si vous commandez dans un certain délai, etc., on vous fait un cadeau. Et puis nous, on s'arrange toujours pour que tout le monde puisse savoir la méthode. Mais là, alors je sais qu'il y a des personnes, surtout suite au Covid et tout ça, qui parfois sont un petit peu dans la difficulté. Pour eux, même 97 euros, c'est un peu... Alors, je vous demande juste de ne pas abuser du cadeau qu'on va vous faire. Là, pendant... Alors, attendez, il faut juste que je retrouve le truc. Voilà. Si vous allez sur le site, vous allez sur les onglets cours. Et si vous utilisez le code de réduction Bruno, vous aurez chaque cycle à 79 euros. Alors par contre, parce que là, on commence... Alors je le remettrai après, si vous avez noté. Juste, on ne peut pas laisser cette réduction trop longtemps, parce que nous, on commence un petit peu à saturer. Là, on a beaucoup de gens qui suivent les cours, et on tient à assurer un suivi quand même, où on peut vous accompagner, on tient, parce qu'on traite quand même plusieurs centaines de mails par jour, ça fait quand même beaucoup. Donc on ne veut pas prendre beaucoup de monde, ça ne nous intéresse pas. Nous, notre but, c'est pas de s'enrichir. Nous, on fait ça vraiment parce qu'on aime ce qu'on fait, mais néanmoins, bon, il y a des gens qui arrivent à me dire mais pourquoi vous ne faites pas gratuit? Je veux bien, mais à ce moment-là, s'il faut que je travaille, je fasse autre chose. Et si je fais autre chose, je ne peux pas donner des cours. Donc, il y a un moment, il faut trouver une solution. Donc, et à 79 euros, je peux vous assurer que mais vous ne trouverez jamais
jamais une formation aussi complète à un tarif pareil. C'est juste ridicule. Là, c'est vraiment, c'est vraiment pour, c'est quoi, un bon gros plein, un plein et demi que vous allez devoir renouveler. Là, vous le payez qu'une fois. Alors, plusieurs avantages quand même, c'est que contrairement, et d'ailleurs, si vous êtes allé voir des relaxologues, des sophrologues ou des coachs, c'est entre 50 et 150 euros à peu près la séance. Donc déjà, pour le prix d'une séance, vous vous offrez un cycle entier. Déjà d'une part. Alors, une fois que vous l'avez fait, cette méthode, imaginons vous faites les 3 cycles. Et puis, voilà, vous êtes en panne de motivation, vous arrêtez, et puis quelques années plus tard, vous dites, bon, je la reprendrai bien parce que je l'ai un peu négligée. Vous venez vers nous, chez un autre formateur, en fait, on vous ferait repayer, mais pas nous. C'est gratuit. Après, c'est à vie. Donc, vous avez la méthode à vie. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous allez intégrer cette démarche, c'est qu'elle va vous servir toute votre vie. C'est pas une démarche où vous allez faire des exercices de relaxation, vous collez des trucs sur les oreilles, vous mettre dans un état. Vous allez apprendre à maîtriser vous-même. Donc, vous allez être complètement autonome du début à la fin. Parce que moi, mon but, c'est pas de vous rendre dépendant de moi. Moi, je veux que vous ayez les outils pour créer vous-même votre propre bonheur. Et donc ça, vous allez l'apprendre pendant tout le temps de la méthode. Et puis, vous allez lier un métier avec d'autres personnes, on va faire... Voilà, et j'espère un jour que je vous rencontrerai au cours d'un stage, par exemple, puisqu'on anime régulièrement des stages. Là, nos stages sont... On a un stage au mois de mars, on a un stage au mois de mai, ils sont quasiment tous complets. Là, encore un au mois de juin, au mois d'août. Donc voilà, vous pouvez en plus vous retrouver en présentiel. Donc voilà, je pense que là, vous avez tous les éléments. Donc on va laisser ce code jusqu'à demain midi. Alors peut-être qu'on trichera un petit peu jusqu'à l'après-midi, parce que franchement, on ne veut pas prendre trop de monde. Et puis, ces tarifs, nous, on ne peut pas non plus les maintenir trop souvent aussi bas, parce que là, c'est presque de l'indécence. Donc voilà. Donc, alors, vous êtes peut-être frustré parce que j'ai peut-être pas répondu à toutes les questions. Il y a eu beaucoup de questions à laquelle on n'a plus pu répondre. Mais vous êtes la réponse. J'ai envie de vous dire, vous êtes la réponse. La réponse, elle est en vous. La réponse, elle est en vous. Mais maintenant, donnez-vous les moyens. Faites-vous un cadeau. Faites-vous ce cadeau. J'ai envie de vous dire, ne partez pas en vous disant, ouais, bon, c'était intéressant ce qu'il a dit, mais voilà, oui, mais il y a votre mental qui va vous dire, oui, mais on a la preuve, on a plein de gens qui pratiquent. Allez, Loïc a dû vous mettre la vidéo, parce que franchement, regardez-la, vous avez tous les éléments qui vous sont redonnés, mais c'est surtout, regardez les témoignages. Et des témoignages, on en a à foison, on a plein de gens qui ont témoigné devant caméra, qui ont accepté de... et puis je pense que s'ils n'étaient pas satisfaits, ils ne viendraient pas dans les stages sont chaque fois pleins, parce que c'est tous des gens qui ont pratiqué la méthode, qui se sont rendus compte qu'ils avaient les clés en eux. Donc maintenant, c'est vous qui décidez. Si vous avez envie de faire quelque chose pour vous, pour votre vie, pour qu'elle soit meilleure demain, parce que n'oubliez pas une chose que vous pouvez pas ignorer. Demain dépend de ce que vous faites maintenant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bouddha. Mais c'est logique. Si vous voulez demain des fruits, des légumes, c'est en semant les graines maintenant. Et si vous ne semez pas aujourd'hui, eh bien rien qui changera demain. Si vous comprenez ce que c'est que la plasticité du cerveau, c'est que si vous créez de nouvelles connexions, c'est aujourd'hui que vous allez les créer. Si vous voulez savoir parler demain anglais, c'est en vous entraînant aujourd'hui que vous saurez parler anglais. Et si vous voulez une vie différente aujourd'hui, c'est en cultivant aujourd'hui justement ce que vous voulez obtenir. Et vous avez tout, absolument tout dans cette démarche pour vous y aider. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Maintenant, ça dépend de vous. Est-ce que vous avez envie de prendre votre vie en main? Est-ce que vous décidez de faire quelque chose? Après, c'est à vous de voir. Du fond du cœur, je vous remercie. Puis, Sachez aussi une chose qui est très importante. Oui, j'ai oublié. Vous pouvez avoir les cours sur l'appli. On a une appli en plus, c'est super pratique. Et vous avez des tonnes de gratuits en complément des cours. Vous avez les balades de Bruno sur lesquelles je développe plein d'aspects. Vous avez les méditations collectives tous les dimanches. Je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà venus. Donc on est vraiment là pour vous aider. Mon but, c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez à votre disposition ce qu'il faut pour que vous vous donniez moyen d'avoir une vie quand même plus heureuse. Et puis surtout, vous allez voir, ça fait un bien fou. Vous pourrez plus vous en passer, vous pratiquez tous les jours. Et vous dites, mais nous, on a plein de gens qui nous disent, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais oui, on se le demande.
Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Et c'est ce que vous allez pouvoir, si vous avez des enfants, c'est ce que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants, pas en leur imposant de le faire, mais simplement vous, en allant mieux. Combien on a de parents qui viennent nous dire, mais mon rapport avec mes enfants, mais c'est complètement transformé. Moi, comme je vais mieux, mes enfants, ils vont mieux. Donc voilà, quel cadeau vous avez envie de vous faire. On pense à vous. Merci Bonne beaucoup. soirée, merci de votre présence. Passez une très bonne soirée et peut-être à bientôt. Voilà, donc jusqu'à demain midi, allez, on trichera un petit peu, milieu d'après-midi. Allez, on vous embrasse.